Vous le savez peut-être, il y a eu 2 générations d'implants accommodatifs Crystalins. C'est le Crystalins HD pour High Definition, qui était un implant donc, labellisé, étiqueté accommodatif, monofocal, mais dont Baucher-Lomb admettait qu'il existait à la surface de son optique une petite pastille centrale, ce qui faisait évoquer éventuellement la possibilité d'un effet non purement accommodatif ou multifocal. Alors, on pouvait agiter un débat sémantique, mais il était en tout cas évident que l'optique n'était pas purement celle d'un implant monofocal. Cet implant a été remplacé récemment par le Crystalins AO, qui lui s'appelle AO parce qu'il est aberration free, libre d'aberration, sans aberration. Et donc l'objet de cette communication est de vérifier ce concept AO, voir s'il a bien été transféré sur l'optique de l'implant accommodatif Crystalins, et voir en quoi l'accommodation se différencie de la multifocalité. Les implants multifocaux sont des implants dont on parle beaucoup récemment, mais qui ont été introduits sur le marché il y a un peu plus de 20 ans. Le premier était celui de la société 3M, qui a connu un succès, on va dire, limité, étant donné les limitations techniques de l'époque, l'extracapsulaire qui induisait beaucoup d'astigmatisme, le design des implants, leur qualité de fabrication, la moindre précision des calculs biométriques. Aujourd'hui, les implants diffractifs connaissent un regain, car à une meilleure qualité de fabrication s'ajoute une précision accrue du calcul biométrique. Malgré tous ces raffinements technologiques, vous voyez que seule l'acuité visuelle obtenue par la majorité des patients n'est que de 5/10 en moyenne, et que l'acuité visuelle de près obtenue est de Jaeger 3, qui est en gros Pareto 3, Pareto 4 en moyenne. Donc il y a encore des progrès à accomplir dans le domaine des implants multifocaux diffractifs. Les implants réfractifs ont été introduits après les diffractifs. Ce sont des implants qui sont caractérisés par des zones de puissance variables et qui sont répartis en général de manière concentrique sur la surface de l'optique, avec des zones dédiées respectivement à la distance, en général au centre, entourées d'une couronne annulaire pour la vision de près, puis à nouveau une zone pour la distance. Donc vous voyez que la lumière est partagée en différents foyers, en général un foyer de près, un foyer de loin, et peut-être un foyer intermédiaire. Et qu'on peut observer en faisant des études, ça c'est la puissance de l'implant, donc in vitro avec un analyseur dans une cuvette, ça c'est dans un œil de patient avec un abéromètre, on voit qu'on retrouve bien une vision au centre-centre qui est dédiée à la vision de loin, de manière à ce que les patients puissent voir de loin, par exemple en conduisant par une belle journée d'été, quand leur pupille se contracte, mais que juste à distance modérée du centre, il y a déjà une couronne pour la vision de près qui va être utile à la lecture. La multifocalité, c'est toujours un compromis optique. On ne peut pas faire de lentilles multifocales sans faire des concessions. Ces concessions sont une dégradation du stigmatisme. Il faut que pour des points situés à l'infini en distance de vision intermédiaire et de près, l'image sur la rétine d'un point soit relativement ponctuelle, mais effectivement, il y aura toujours une déperdité, et c'est vrai non seulement pour les implants qu'on utilise en cataracte, mais pour toutes les techniques cornéennes ou autres, presbylasiques, etc., de chirurgie multifocale. Ainsi, si on compare deux systèmes, un qui est dépourvu d'aberration, un qui en est entaché, vous verrez que dans un cas, l'image d'un point sera parfaitement ponctuelle et dans l'autre, l'image d'un point sera un peu dégradée. Mais l'avantage, si je puis dire, d'un système où il y a des aberrations, c'est que la profondeur de champ va être accrue. On va pouvoir avoir une profondeur de foyer, ici, vous voyez, qui est beaucoup plus grande que dans le cas d'un implant ou d'un système purement monofocal. Si on éloigne ici, on va tout de suite avoir effectivement une tache qui va grossir. Ainsi, on peut opposer les implants monofocaux, donc, qui focalisent la lumière en un foyer, ici, très ponctuel, un bon stigmatisme, des implants multifocaux, qu'ils soient diffractifs ou réfractifs, qui vont jouer avec un compromis optique, introduire des aberrations optiques pour induire une certaine profondeur de champ ou de foyer. D'où vient le concept d'aberration free, libre d'aberration? Il est introduit au départ en chirurgie de cataracte monofocale chez des patients pour lesquels on voulait améliorer la qualité optique. Vous savez que les implants classiques, sphériques, induisent des aberrations sphériques. C'est lié au fait que leur courbure constante n'est pas un gage de pouvoir optique constant, bien au contraire, les implants de courbure constante ont une puissance qui augmente vers les bords, ça s'appelle l'aberration sphérique. Ça réduit un peu la qualité du stigmatisme.
Ça augmente un peu d'ailleurs la profondeur de champ, mais pas assez pour induire une vraie multifocalité, comme on l'entend pour corriger la presbytie. À l'inverse, les implants aberration-free n'induisent pas du tout d'aberration sphérique. Ils ont une courbure variable, ils sont asphériques, mais ont une puissance optique constante. Si bien que si on choisit ce type d'optique, de propriété pour faire un implant accommodatif, il va absolument falloir que l'implant bouge ou que son optique se déforme d'une manière ou d'une autre pour, en vision de près, ici, amener le foyer sur la rétine. Alors c'est ce qu'on a voulu vérifier. On a comparé les optiques du Crystalins HD, ancienne version, au nouveau Crystalins AO, en prenant comme référence l'implant Adapt-AO, qui est donc l'implant monofocal, non accommodatif de la gamme. Et on a aussi utilisé l'implant Adapt, qui lui était un implant, vous voyez, sphérique classique, et on voit bien ici, il y a des petits artefacts de mesure, mais que c'était un implant qui avait une puissance légèrement plus grande sur les bords en raison de l'aberration sphérique, puisque c'était un implant sphérique, que la version qui a suivi, introduite il y a environ 5 ans sur le marché, l'Adapt-AO, qui lui avait de la même puissance optique, c'est une carte de puissance optique en dioptrie, sur toute la surface de son optique. Ça donnait une bonne qualité optique, ici c'est des courbes MTF, et on voyait que ces courbes montraient, pour un diamètre de 3 et de 4,5, des performances optiques tout à fait satisfaisantes. De même, la MTF Through Focus montrait une profondeur de champ qui était restreinte à environ une dioptrie. Là, vous êtes en droit de vous demander ce que sont ces courbes et ce qu'elles veulent dire. La MTF, c'est une façon d'étudier le contraste optique. On essaye de faire des systèmes qui font de l'image d'un objet une image fidèle. Ça, c'est un cas idéal. L'objet est égal à l'image, on a un contraste transmis de 100%. Malheureusement, c'est une situation théorique. En pratique, il y a toujours une petite déperdition. Mais le but, c'est d'estimer comment le transfert va être fait entre le contraste qu'il y a dans l'image que le patient regarde et celui qu'il va y avoir au niveau de sa rétine. Pourquoi on utilise des fréquences spatiales? Parce que ici, vous voyez, ce qui différencie ces images, c'est qu'on a filtré, un peu comme en acoustique, on peut retirer certaines fréquences dans un son ou dans un accord. On n'a gardé que les détails grossiers du portrait de Mona Lisa, de son visage ici. Et là, on a mis les fréquences spatiales moyennes, dont on sait d'ailleurs qu'elles sont utilisées en vision pour identifier les visages. On n'a pas besoin des détails. Et ici, on n'a gardé que les détails. Au passage, ces travaux avaient été faits pour expliquer le côté énigmatique du sourire de Mona Lisa et l'expression qui était supposée changer en fonction de la façon dont on regardait le visage. Il était émis par certains chercheurs l'hypothèse que quand on regarde en filtrant certaines fréquences spatiales du visage, il donne l'impression d'être plus souriant que quand on garde les détails. Voilà, pour revenir à la MTF, donc c'est tout simplement la déperdition du contraste, son atténuation, sa modulation du transfert, fonction de modulation de transfert. Quand le contraste est nul, la fonction est à 0, quand il est intermédiaire à 0,5. On peut comme ça tracer cette fameuse courbe de MTF, plus la courbe est haute, meilleur est le transfert du contraste. Et on le fait toujours à l'image au meilleur foyer. Mais ce qu'on peut faire dans le cas des lentilles multifocales, c'est de regarder ce qui se passe pour un objet dont on varierait la distance. Donc on va étudier l'image formée à différents foyers et tracer cette courbe qui est la MTF through focus à travers différents foyers. Et pour revenir à la fameuse lentille HD, en regardant avec un analyseur de puissance ce qui se passe sur cette optique, on voit qu'il y avait bien cette fameuse pastille d'environ 1,5 dioptrie, donc 1 dioptrie dans le plan lunette, qui expliquait pourquoi cet implant donnait de bonnes performances en vision intermédiaire. C'est un implant en fait bifocal avec une addition de 1 dioptrie. Évidemment, ces performances en toucher, vous voyez la MTF par rapport à la MTF théorique d'un système parfait, montrait une certaine altération, à la fois pour les petits et les grands diamètres pupillaires. En revanche, évidemment, je reviens sur la concession, cette concession se faisait avec un bénéfice qui était d'avoir une profondeur de champ, vous voyez, de 23 à 25 dioptries, on avait un rendu des contrastes qui était supérieur à 0. Le Crystalins AO, la nouvelle version, lui révèle que la puissance de toute l'optique est constante. On est dans la même situation qu'avec un implant monofocal. C'est un implant accommodatif dont la puissance optique est constante. Ces performances optiques sont, vous le voyez, pour une fréquence spatiale donnée, proche de la perfection. Mais évidemment, il n'a pas beaucoup de profondeur de champ, comme l'implant monofocal AO, et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant puisqu'on a la même optique. Donc si on récapitule ces résultats, l'implant Acreos AO monofocal a une puissance optique, contrairement à son prédécesseur, l'Adapt, qui était sphérique et qui avait de l'aberration sphérique.
Quand on compare les deux accommodatifs, le HD avait une petite pastille, c'était en fait un implant plutôt, en tout cas partiellement bifocal. En revanche, le nouvel implant Crystalins AO accommodatif a des propriétés optiques tout à fait superposables avec celui de l'implant, a des propriétés optiques tout à fait superposables avec celles de l'implant Acreos AO. Si on récapitule les courbes, on voit que les qualités optiques de l'implant Aberration Free Acreos AO sont les mêmes que celles du Crystallins AO, et ces deux implants donnent de meilleures performances sur le plan optique que celles obtenues avec le Crystallins HD. Évidemment, le Crystallins HD, lui, avait une meilleure profondeur de champ que ces deux lentilles, le Crystallins AO et l'Acreos AO, mais c'était un implant, encore une fois, on peut considérer comme partiellement multifocal. En conclusion, donc la qualité optique de l'implant Crystallins AO est équivalente à celle de l'implant Adapt AO. Ce sont bien toutes les deux des lentilles aberration free, sans aberration. L'implant Crystallins AO étant un implant accommodatif dont l'optique est monofocale, les résultats cliniques dont on va vous parler maintenant, obtenus en VP, en vision de près, s'ils sont supérieurs à ceux obtenus avec des lentilles monofocales, alors à ce moment-là, on est dans l'obligation d'admettre que les résultats obtenus sont le fruit d'une véritable accommodation et non pas d'un mécanisme purement multifocal. Je vous remercie. Merci Damien pour cette présentation. Donc vous avez saisi